vais revenir sur le tout départ du cours. Donc là, c'est la troisième et dernière séance. Et donc, expliquer le lien entre ce que je vous ai raconté sur les catégories de dialogue en particulier et cette négation qui n'est pas intuitive, et la sémantique des jeux dont j'étais parti, si vous vous rappelez de cette démonstration du buveur que j'avais analysée. Alors, le point de départ, c'est cette question. Quelles sont les symétries de la logique? Si on veut vraiment faire de la sémantique des jeux, de l'interprétation dialogique des preuves, il est naturel de chercher à donner une description peut-être plus symétrique de la logique, où on a d'un côté le joueur et son opposant. Donc ici on a Héloïse et Abélard qui interagissent. Et l'idée quelque part de ce que je raconte, c'est quel est le flux et quelles sont les symétries qu'on trouve en logique, par analogie avec une analogie un petit peu fantasmée avec la physique. Et donc là on voit un dialogue entre les deux parties, et ce dialogue se déroule dans un espace, mais aussi dans un temps. Et ce qu'on voudrait comprendre à terme, c'est quelle est la géométrie, si vous voulez, de cet espace-temps dans lequel le dialogue se situe. Voilà, et quelles sont les symétries dont on a besoin. Alors, ces questions-là qui peuvent apparaître sur des questions de pure méditation sont aussi liées à des problèmes concrets d'analyse de langage de bas niveau, parce que lorsqu'on compile un langage de programmation de haut niveau, eh bien, son évaluation, les manipulations de l'espace mémoire se déroulent à un niveau très concret dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et donc, quand on veut raisonner sur ces programmes, on a besoin de raisonner sur l'espace et le temps. Donc, on a des mélanges de logique spatiale et temporelle. Donc, mon point de départ, ça va être de dire qu'en fait, cette symétrie, on pourrait essayer de la voir comme une sorte de fondation de la logique. Et donc, un point de départ, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette symétrie. Alors, en fait, cette symétrie, elle a un nom en logique, c'est la dualité de De Morgan. Et en général, elle est appliquée à des formules de logique classique. Donc, typiquement, la négation de A ou B, c'est B, non B et A et non A, d'accord. Et la négation de A et B, c'est non B ou non A. Mais ici, ce que je vais montrer, c'est que cet opérateur étoile, en fait, fonctionne aussi bien dans une logique intuitionniste constructive. Et donc, c'est un principe général de renversement de point de vue, d'accord, sur la formule. Toute formule peut être vue du point de vue de l'opposant ou du joueur. Alors, en particulier, on va voir toujours que A double étoile est isomorphe à A. Et ce qu'on voudrait, c'est montrer que cette formule-là, qui d'habitude distingue la logique classique de la logique intuitionniste, elle reste vraie en logique intuitionniste. Donc ça va être le point de départ de mon exposé. Expliquer pourquoi A plus B, c'est aussi égal à non A ou B dans une logique constructive. Alors que traditionnellement, c'est vu comme juste un marqueur des logiques classiques. Alors, pour commencer, on va partir d'un principe algébrique qui est important, qui vient des travaux de Bayes et d'Olam. En tout cas, c'est le nom qu'ils ont donné à ce principe, même s'il était connu avant même leurs travaux. Mais le principe, si vous voulez, c'est que on a besoin toujours d'un cadre dans lequel raisonner. Donc il est par exemple difficile d'interagir et de faire de la logique avec un tyran, d'accord? Parce que vous dites quelque chose, il vous tue. Hein, et donc il n'y a pas moyen de lancer un débat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce principe de microcosme d'un point de vue algébrique? Eh bien, c'est que, par exemple, pour définir un monoïde dans la catégorie des ensembles, on a besoin d'avoir un produit, d'accord, dans cette catégorie. Donc un produit d'ensemble. Alors maintenant, si on monte d'une dimension, pour définir, par exemple, une catégorie cartésienne ou monoïdale, on va avoir besoin d'un produit cartésien de catégories dans la deux catégories des catégories.
Donc ça veut dire que pour, disons, produire du matériel algébrique, il faut qu'à une dimension supérieure, dans l'espace dans lequel on se situe, on dispose déjà de certaines structures qui sont souvent liées. Il y a une forme de réverbération entre les niveaux, un écho entre les niveaux. Alors, quand on réfléchit à la logique, et en particulier aux catégories cartésiennes fermées, voilà, si vous voulez définir une telle catégorie, on a besoin ici du produit, mais aussi du hop. Et du coup, ça dit que pour faire de la logique, c'est très idiot ce que je dis, mais on a besoin d'être capable de prendre une catégorie, et de la renverser. Donc de prendre C et de la tourner en C hop. Et donc ce que je vais développer maintenant, c'est cette idée que ce passage de C à C hop, c'est exactement le même renversement qu'il y avait tout à l'heure entre Héloïse et Abélard. Et que vraiment on doit réfléchir comme cela. C hop, c'est le point de vue de l'opposant sur la catégorie. Alors, pour commencer, on peut faire cette remarque très simple que hop, c'est un 2 foncteur qui va de 4, vu comme deux catégories, dans 4 hop 2. Alors ce que j'appelle hop 2, c'est juste la deux catégories des catégories, où j'ai renversé l'orientation des deux cellules, c'est-à-dire des transformations naturelles. Effectivement, si j'ai ici F s'envoie dans G par θ, ici j'ai G hop s'envoie dans F hop par θ. Donc déjà, il y a une forme, un début d'idée que hop est un renversement, une forme de négation elle-même. Alors, pour bien analyser la situation, et pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis de la dualité, bien séparer C et C hop, un point de départ assez bizarre, a priori, c'est de dire qu'on va décorréler la catégorie C de sa catégorie C hop. Et pour ça, on va définir ce que j'appelle une chiralité comme une paire de catégories A et B, telle que B est équivalent à C hop. Je ne dis pas égal, je dis équivalent. Donc il y a un léger jeu entre B et C hop. Mais fondamentalement, vous pouvez voir A et B comme la même catégorie, mais vue de deux points de vue différents. Alors, on peut plus formellement dire que c'est donc une paire de catégories reliées par une équivalence. Et c'est cette équivalence que je vais noter étoile. C'est une équivalence de catégories, ça veut dire que étoile, c'est la même chose à iso près que l'identité. Donc on a bien cette première équation qu'on voulait, qui vient de la logique classique, mais maintenant que je veux généraliser à toute la logique, bidual, c'est le même objet. Alors, je poursuis. Et maintenant, l'étoile de l'autre côté. Comment L'étoile est de l'autre côté. Pardon. L'étoile. Oui. Elle est de l'autre côté. Ah oui, alors là, je l'ai dessiné comme ça, parce que effectivement, je pourrais la dessiner comme ça. Ce que j'ai écrit, c'est comme ça. Alors, le point, c'est que ici, j'appellerais ça un renversement de point de vue. J'aurai une négation qui n'est pas involutive. Donc on aura que A s'envoie dans la double négation de A. Ce n'est pas un iso. Mais par contre, on veut, par un jeu purement formel, a priori, identifier A et le double renversement de A, c'est A. Typiquement, je discute, vous prenez et alors, maintenant, une justification deux catégorique de ce point de vue, c'est qu'on peut construire deux catégories des chiralités, avec les chiralités comme objet et les notions d'homomorphisme et de transformation, telles que ces deux catégories-là, elle est bi-équivalente à 4. Donc ça veut dire que travailler dans 4 ou travailler dans Kir, ça revient au même, du point de vue formel. Alors maintenant, à quoi ça sert? Ça sert à définir une notion de chiralité cartésienne fermée. Et ce qu'on va voir, c'est que cette notion de chiralité qui correspond exactement à la notion de catégorie cartésienne fermée s'exprime dans un langage qui rappelle la logique classique. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est qu'une chiralité cartésienne? C'est facile. C'est une catégorie avec des produits finis, et puis sa catégorie opposée, que j'ai appelée B maintenant, elle doit avoir les sommes finies. Donc
Donc je vais appeler ça et je vais appeler ça ou. Donc le et, il habite dans A, et le ou, il habite dans B. Alors maintenant, si je poursuis, je peux me demander ce que c'est qu'une catégorie cartésienne fermée. Alors là, on s'aperçoit qu'en fait, il faut équiper notre chiralité cartésienne par une action, une pseudo-action, de B sur A. Donc là, c'est le point de vue de l'opposant et le point de vue du joueur qui s'envoie dans le point de vue du joueur. Et d'une bijection naturelle entre les morphismes de A1 et A2 dans A3 et les morphismes de A1, A2 étoile ou A3. Et donc la définition s'arrête là. C'est ça une catégorie, pardon, chiralité cartésienne fermée. Alors maintenant, comment est-ce qu'on construit le dictionnaire entre cette notion de chiralité et la notion traditionnelle de catégorie cartésienne fermée? La première observation, c'est que en fait, le ou ici, c'est juste l'implication. Mais au lieu de l'écrire de C1 croix C dans C, je l'écris comme B croix A dans A. Et alors la remarque, c'est qu'en fait, ça définit une pseudo-action. Pourquoi? Regardez, si je fais B1 ou B2, ou A, d'accord? Donc B1 et B2 sont dans B, et A est dans A, alors c'est égal à B1 ou B2 ou A. Et pourquoi? Parce que dans une catégorie cartésienne fermée, il y a cet isomorphisme très bien connu, qui dit que si x1 et x2, donc x1 croix x2 implique y, c'est la même chose. Donc ça c'est cette équation, x1 croix x2 implique y, c'est la même chose que x1 implique x2 implique y. Et donc l'idée c'est de voir ça comme une action, pseudo-action, de B sur A. Et ensuite, cet isomorphisme que j'ai décrit là, c'est simplement de dire que si j'ai x et y dans z, donc un morphisme, c'est la même chose, éjection près, c'est un morphisme de y dans x implique z, d'accord? Et en fait, si on fait un calcul très élémentaire, on s'aperçoit que l'implication s'écrit comme A1, enfin A étoile ou A. Donc quelle est l'idée ici? C'est que ou est une action de B sur A. Donc je dois d'abord prendre une formule dans A, la renverser, donc lui donner le point de vue de B, donc de l'opposant, et ensuite faire appliquer la formule de B que j'ai obtenue sur la formule de A. Et donc, on a cet isomorphisme, que A implique A1 implique A2, c'est A1 étoile ou A2. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appellerait traditionnellement une décomposition classique de l'implication. Mais en fait, on travaille dans une catégorie cartésienne fermée qui n'est pas paradigme même de logique intuitionniste. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, cette formule est toujours vraie en logique. Donc, je pense que c'est important, quand on cherche à unifier les choses, elle est toujours vraie. Simplement, la différence entre la logique, disons, constructive et la logique classique, c'est qu'en logique classique, tout le monde baigne dans la même catégorie. Donc ça veut dire que cette équation-là, ici, ce sera un connecteur générique. Il peut s'appliquer à toutes les formules. Du coup, on a cette équation toujours, mais avec un ou qui est un connecteur générique. Alors que ici, dans des logiques constructives, en fait, ce ou est une action de la catégorie B sur la catégorie A. Et qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue disons, logique? C'est qu'on établit une distinction très claire, beaucoup plus claire, entre celui qui cherche à prouver et celui qui cherche à réfuter. Donc c'est un gain, le point de vue constructif. En logique classique, on mélange tout le monde. Et du coup, on ne sait plus très bien qui est du côté de l'attaque et qui est du côté de la défense. Et on verra que ça, cette petite observation, elle est fondamentale pour comprendre la sémantique des jeux. Et elle est même fondamentale pour comprendre la logique en général, mais elle n'est pas vue. Je vous parlerai tout à l'heure d'un principe de relativité logique qui dit que tout principe de logique se duplique en deux. D'accord? Parce que quand on discute, il y a ce principe de logique auquel je crois, mais le même principe de logique, vous y croyez aussi. Et du coup, ça crée deux combinateurs qui vont interagir
sur la même base, mais dupliquée. Donc ça, c'est un principe qui est très important, je pense, mais qui apparaît en sémantique des jeux. Alors, je veux juste brièvement rappeler un tout petit peu ce que j'ai dit sur la logique tensorielle, donc, et donner un élément de contexte informatique qui est aussi important. Donc, les gens, dans les années, disons, 60-70, essayaient de comprendre comment donner un sens mathématique au programme, en particulier un algorithme séquentiel qui calcule la somme, mais en commençant par interroger l'argument de gauche, puis l'argument de droite, ou alors en commençant par demander la valeur de l'argument de droite, puis l'argument de gauche. Donc si on regarde cet espace fonctionnel des fonctions de NAT, 3 NAT, NAT, on n'arrive pas à voir la différence entre les deux algorithmes. Et l'idée c'était, qui est apparue, qui a mis du temps à apparaître en fait, c'est de passer en fait à la double négation de NAT. Et donc de remplacer ces fonctions-là par des fonctions qui vont de la double négation de NAT dans la double négation de NAT dans la double négation de NAT. Et en passant au bidual, en fait, on a un espace supplémentaire de calcul, si vous voulez, qui nous permet de distinguer l'évaluation gauche-droite de l'évaluation droite-gauche. Et donc ces deux évaluations sont décrites au moyen de lambda termes qui sont là, qui sont assez subtiles. Vous voyez, phi ici, eh bien, il va. Donc phi et psi sont ces éléments du bidual. K ici, un élément ici, et après on va les mélanger en indiquant l'ordre d'évaluation. Donc là vous avez lambda x, lambda y. D'accord, tandis qu'ici vous avez phi et psi, et là vous avez psi et phi. Donc on arrive à internaliser dans le langage mathématique fonctionnel des différences a priori complètement seulement algorithmiques. Alors au niveau de la sémantique des jeux, ces deux algorithmes sont décrits comme ça. Vous avez ici la double négation de NAT, et vous pouvez le voir comme un jeu très simple. Il y a une question qui est posée pour la première négation et une réponse qui est donnée pour la seconde négation. Et donc le nombre de négations donne le nombre de coups. Alors le jeu c'est très simple, c'est quelqu'un vient, me demande quelle est la valeur de cet entier, je lui réponds 17. Alors comment l'algorithme fonctionne? Eh bien il prend deux jeux en entrée, un jeu en sortie, et il va utiliser ces trois jeux-là pour interagir. Donc, une question lui est posée, et il ne sait pas donner la réponse parce qu'il a besoin des deux entrées. Donc la première chose qu'il fait, c'est interroger la valeur de gauche. En posant une question, l'environnement répond 12. Ensuite, ce même programme interroge la deuxième partie, la deuxième composante, par cette question. L'environnement lui répond 5, donc maintenant l'environnement lui a répondu 12 à sa première question. 5 à sa deuxième, et bien de là, il en déplie 17. Donc c'est ça la sémantique des jeux. Ça permet de construire des catégories, en fait. Comme ça, on peut le voir comme un morphisme d'une certaine catégorie. Mais le principe est celui-là. Et il s'avère, en fait, donc ça va être donc ça c'est un des points importants que je vais développer dans cette séance, c'est qu'en fait, typiquement, ce lambda terme-là serait interprété par cette stratégie. Et donc, on a envie de comprendre quel est le statut mathématique de ces stratégies. Si vous voulez, dans les années 70, on essaie de comprendre quel est le statut mathématique de cet algorithme. On est arrivé à ces lambda termes, ils sont compliqués. Et maintenant, on a envie de ces lambda termes de construire des catégories d'algorithmes. Donc ça, c'est une vieille idée qui remonte à Gérard Berry et puis à Louis Curien, début des années 80, à essayer d'avoir de jolies catégories d'algorithmes. Et donc, je m'inscris dans cette ligne-là. Et donc ça, c'est ici une stratégie, puis il y a l'autre stratégie, vous voyez, qui correspond à interroger d'abord le second argument, puis le premier. Et donc la flèche du temps, elle est là. D'accord. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment traduire ça en diagramme de corde. Et donc l'idée, si vous vous rappelez de la deuxième séance du cours, c'est qu'on va avoir des fils qui vont nous permettre de relier en fait les différents éléments, ces fils correspondront au flux de la stratégie. Alors, la logique pour faire ça, et c'est bien, c'est placé dans cette cadre de logique tensorielle, où A n'est pas égal à sa double négation. Donc il y a un morphisme A, double négation, et c'est essentiellement la seule différence avec la logique linéaire, mais ça change beaucoup de choses. En particulier, cet ajout de double négation va donner une temporalité aux preuves qui n'apparaissait pas de manière primitive dans la logique
linéaire. Alors, brièvement, comment ça fonctionne? Les formules sont définies par des tenseurs et des sommes, et des négations. Donc vous avez des grands arbres d'équilibre aux formules qui sont construites par des tenseurs, des sommes et des négations. Et les séquences, je vous avais expliqué la dernière fois comment ça fonctionne, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous avez une logique, d'accord, qui vous permet de calculer, par exemple, cette preuve. Alors ça, c'est une preuve qui dit que non nom A tenseur non nom B implique non nom A tenseur B. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois que je démontre une preuve dans cette logique, c'est un principe fondamental, disons, par exemple, de l'algèbre linéaire. Quand vous pensez à la négation comme le dual, on sait que le bidual de A tenseur le bidual de B, ça s'envoie dans le bidual de A tenseur B. Donc c'est des principes très généraux. Disons, c'est un peu le noyau de toute logique et de la notion de dualité en algèbre linéaire. Très connu. Et là, vous voyez, j'ai ces deux preuves. Alors, au passage, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez ici, il y a combien de négations? Il y a 6 négations, d'accord, dans la formule. C'est pour ça que j'ai introduit cette logique, c'est de voir les négations comme des coups. Et donc là, vous voyez ici, j'ai 6 coups dans la stratégie associée à cette preuve. Donc, c'est quoi la stratégie? C'est exactement la stratégie que j'avais décrite tout à l'heure de la somme évaluée gauche-droite. Donc cette somme, en fait, elle correspond à une des preuves de non noir croix ou tenseur non nom B dans non noir tenseur B. Et l'autre preuve, ici canonique, correspond à cette stratégie. Et donc on se retrouve en fait à reformuler ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui étaient ces deux stratégies qui sont des algorithmes en fait, d'évaluation. On les traduit, si vous voulez, en termes algébriques, en les deux morphismes qui permettent de passer de non noir tenseur B dans non noir tenseur B dans non noir tenseur B. Et donc l'idée, quelque part, c'est la logique linéaire a été beaucoup travaillée, il y a des résultats très importants qui ont été établis dans ce cadre. Et ce que j'essaie de faire, c'est de relever en fait certains bouts, vous avez vu ça ici, de les comprendre dans ce cadre où la négation n'est plus involutive. Et l'avantage, c'est que la sémantique des jeux se trouve ici et elle ne se trouve pas là. Parce que ici, fondamentalement, la logique linéaire est une logique sans temps. Donc j'essaie de donner du temps aux preuves, plus aérées par ce jeu-là de temporalité. Alors, donc je reviens aux catégories de dialogue pivotal, parce que maintenant je cherche à établir un lien. Donc, je vous ai montré que la formule, que le fait que A implique B, cette formule-là, elle est toujours vraie dans le chiffre. Elle est toujours vraie. Mais pour bien comprendre les structures de jeu, je vais me placer dans une situation où en fait j'enlève l'implication. Donc je me place dans une logique qui est cette logique tensorielle qui est un peu plus pauvre que la logique primitive intuitionniste, minimale intuitionniste. Et je vais juste regarder une situation où j'ai une négation qui va de prendre une formule et la nie, d'accord, avec bien sûr aussi ces deux constructeurs, tenseur et somme. Je vais essayer de comprendre quelle est la structure des preuves dans cette logique du tenseur, de la somme et de la négation. Mais alors pour ça, pour bien analyser la situation, eh bien je reviens au cadre catégorique, et donc ce qui m'a intéressé, c'est de regarder des catégories, disons des chiralités de dialogue pivotal. Alors je peux enlever le pivotal ici, on l'enlèvera plus tard, pour comprendre en fait quelle est la structure chirale, disons, symétrique de cette logique tensorielle. Alors, donc je reviens sur la définition. Donc vous vous rappelez, une catégorie de dialogue, c'est juste une catégorie avec un tenseur et cette négation. Donc on avait vu les propriétés de nature topologique qu'on a sur ces catégories.
Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est le fait, d'accord, qui est fondamental, que dans toute catégorie de dialogue, on a une adjonction entre la négation et elle-même. Donc si j'appelle L cette négation-là et R cette négation, eh bien, je m'aperçois qu'un morphisme de A dans non B, c'est pareil qu'un morphisme de A tenseur B dans faux. D'accord? Donc ça, c'est facile, c'est la purification. Je vais passer ici. Donc ça, c'est les règles de la catégorie L. Donc, j'ai autant de morphismes ici que là. D'accord? C'est un jeu très formel et très philo. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est de dire, ah mais maintenant, regardons la catégorie opposée. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, j'ai A, négation de A, réfute B, d'accord, si j'appelle un morphisme de Théop, un morphisme de réfutation. Donc, non A réfute B, c'est la même chose que A implique non B. Et donc, j'ai une adjonction. Alors, cette adjonction, elle relie la catégorie D avec sa catégorie opposée. Alors, maintenant, on passe à une formulation, une présentation algébrique par générateur et relation des adjonctions qui a été développée en particulier en Australie, en State. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, dès que j'ai une adjonction, du moins je peux décrire une adjonction par une certaine structure que je rajoute au foncteur L et R. Alors cette structure, c'est ça, c'est d'abord deux transformations naturelles, donc l'unité de l'adjonction et la co-unité de l'adjonction, qu'on peut dessiner en diagramme de Corf comme ça. Donc l'idée, c'est que vous avez ici l'identité, et puis maintenant, ce combinateur-là est décrit par l'introduction de R et L dans le diagramme. Alors j'écris ici en bleu l'espace associé à la catégorie de dialogue, et en rouge, l'espace associé à la catégorie de dialogue opposé. Alors, ces notations-là, on va les utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faut un petit peu s'habituer. Donc, l'idée, c'est que, si vous voulez, ici, vous avez réécrit le foncteur identité, qui ne fait rien, qui est juste cet espace, cette ligne invisible, en le foncteur RL. Et là, vous avez transformé le foncteur LR en l'identité qui est décrite par une ligne invisible. Ce qui n'est pas évident, enfin, pour moi, c'est que la ligne sert de frontière entre les deux catégories. Alors, ici, je pourrais l'écrire juste comme un combinateur, hein, en disant état et epsilon, mais on peut simplement, comme on l'avait fait dans le cadre des catégories en rubanné, garder une petite information de nature topologique, et même ici de nature d'orientation, s'il vous plaît, en disant il y a une orientation qui est celle du temps. Là c'est l'orientation du temps. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait du rouge alors que ça pas de lettre? Alors, ici, c'est l'identité, alors ici c'est l'identité de D, donc c'est bleu. Oui, d'accord. Et puis ici, RL. Alors, L, il part de la catégorie D, il arrive à la catégorie D, et après il arrive à la catégorie D. En fait, c'est les lignes verticales Donc les foncteurs sont les lignes verticales, d'accord? Et ces lignes-là, en fait, c'est juste une notation pratique pour décrire l'unité de la colline. En fait, on applique le foncteur quand on traverse cette frontière. Absolument, voilà, absolument. Donc traverser la frontière, c'est passer du régime de l'opposant au régime du joueur et vice-versa. C'est le rôle de la négation. Et du coup, on peut les associer. Donc, par exemple, ici, dès que j'ai une adjonction, j'ai une transformation naturelle que je peux dessiner comme ça. Donc, c'est une illustration, c'est un exemple, qui va de RL dans RLRL. D'accord? Donc, ça, c'est juste appliqué à ce foncteur-là, d'accord, qui effectivement, comme je disais, passe de la catégorie D à DOP, D, d'accord, et le transformer en appliquant ces transformations naturelles en un foncteur, en ce foncteur-là. Et en fait, si on regarde ce diagramme, on se dit, mais ça ressemble beaucoup à un jeu. Hein. Ou plus exactement, ça ressemble beaucoup à une stratégie qui joue sur un jeu. Donc c'est un jeu très idiot ici,
consiste à jouer 4 coups, et puis voilà, on s'arrête. Et là, on joue 6 coups, on s'arrête. Et ce que fait cette transformation naturelle, si on regarde maintenant la frontière, d'accord, de ces négations, donc c'est pour ça qu'ici, c'est comment les négations évoluent dans la preuve, et bien ce flux de négations décrit en fait la stratégie interactive, ou une stratégie interactive qui sera, ou la stratégie interactive qui sera associée à cette transformation naturelle. Donc c'est le point important, c'est qu'en fait, le langage des diagrammes de cordes de 2 catégories permet de suivre les négations dans une preuve logique élémentaire, ici, qui serait une logique sans tenseur, une logique de négation pure. Et en plus de ça, on a peut-être envie de composer les transformations naturelles. Donc, typiquement, eh bien, on a cette première transformation naturelle, on la précompose avec 3 unités, et puis ici, on la post-compose avec une co-unité. Bah, on aurait envie de dire que tout ça, c'est égal à une unité. Le point de vue de l'œil, vous direz, bah, suivons le fil, et puis ma foi, ça doit être égal à ça. Eh bien, c'est vrai. Pourquoi? Parce que toute adjonction, en fait, est définie par la transformation naturelle état et la transformation naturelle epsilon, ainsi que ces équations-là, qui sont les mêmes que celles qu'on avait vues dans le cas des catégories orthogonales. Donc ça, c'est le U et le contre-U qui se retrouvent et qui s'annulent. Donc ça veut dire que la notion d'adjonction, en fait, elle généralise en termes 2-dimensionnels les notions de dualité dans les catégories mononomiales. C'est bien connu ce que je peux dire, mais c'est important pour nous. Et maintenant, du point de vue des jeux, là, on se dit, ah, mais en fait, ici, ces équations-là, elles décrivent la dynamique de calcul dans les stratégies. Donc typiquement, ici, on a 2 stratégies, on les pose ensemble. Opposant joue ici. Sa question est transmise à cette stratégie-là, qui récupère la question, qui y répond. Celui-ci y répond. Et puis ensuite, la question parle dans l'environnement. Et bien ça va être égal à l'opposant pose sa question et elle est transmise à l'environnement directement. Donc ça veut dire que si vous voulez, les équations qu'on pose sur les générateurs de notre adjonction décrivent l'évaluation des stratégies lorsqu'on les fait interagir. D'accord? Alors, maintenant, on en est là, et on se dit c'est bien, mais ce qu'on aimerait, c'est avoir une description aussi du tenseur. Donc, comment le tenseur se mélange à cette logique de la négation pure. Et je pourrais dire, pour simplifier, que la logique de la négation pure, c'est la même logique que celle d'une adjonction. Il n'y a rien de nouveau. Ça, on peut le montrer facilement. Une preuve entre des formules, la formule non, 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 A, et la formule non, 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 A, d'accord? Toutes les preuves sont de cette nature-là. Construites par l'unité et la commune de l'adjonction. Alors maintenant, on peut se poser la même question pour le tenseur. Est-ce qu'on est capable d'analyser ce qui se passe quand on fait une logique de la négation et du tenseur? Alors là, une des règles fondamentales qui est très importante en théorie des effets de bord, par exemple dans les langages de programmation, c'est celle-là, que si vous avez le bidual de A tenseur B, eh bien vous pouvez le transformer en le bidual de A tenseur B. Ça aussi, c'est un principe absolument fondamental. Et on dit que la monade de continuation, la monade de double négation, est forte. C'est sa force. Et en particulier, dès que vous avez une monade forte, de négation, eh bien vous pouvez envoyer le bidual de A tenseur le bidual de B dans le bidual de A tenseur B de deux manières différentes. Et ces 2 manières, en fait, elles sont décrites ici par ce calcul ici, enfin, cet arbre de dérivation qui décrit la manière gauche et cet arbre de dérivation qui décrit cette manière droite. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve les 2 stratégies que j'avais décrites tout à l'heure, l'évaluation gauche-droite et droite-gauche, au cœur de la théorie, disons, du tenseur et de la négation. Parce qu'on retrouve les 2 mêmes flèches et le fait que ça ne commute pas. Alors, en sémantique des jeux, ça correspond au fait que cette stratégie-là n'est pas la même que celle-là. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est décrire cette force de la même manière qu'on l'avait fait
dans le cas de la jonction. Donc ce qu'on va dire, c'est, voilà. Donc qu'est-ce que dit la force? Elle dit que A tenseur donc elle dit que double négation de A sur B s'envoie dans A. Mais attendez, je suis un peu optimiste. Double négation de A. Il me semble que c'est comme ça que je vais présenter ici. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va représenter ça? On va écrire ça en arbre. Et on va dire donc que ici, j'ai un tenseur. Ici, j'ai une double négation. Donc la double négation, je l'écris R, L. Hein. Ça correspond aux deux négations de A. Et puis ici, j'ai... donc ça correspond à la double négation de A, tenseur B. Tandis qu'ici, c'est... je retrouve la double négation. Et maintenant, là, comme ça. Alors l'idée, c'est qu'on va suivre les tenseurs, et puis on va aussi suivre ces deux négations, et on va les voir passer au-dessus du tenseur. Ça va être notre représentation diagrammatique de la force. Et donc si j'applique ça deux fois, cette force deux fois, vous voyez que je peux faire passer ici cette double négation là. Donc je me retrouve avec double négation de A, tenseur, double négation de B. Donc je peux faire passer la double négation de B ici. Donc j'ai les deux, donc double négation, donc quatre négations. Et là je peux appliquer la communauté pour faire disparaître ces deux négations internes. Et ça correspond exactement à la multiplication de la monade de double négation. Et donc j'arrive en trois étapes, deux étapes de force et une étape de communauté, de multiplication des monades, à ça. Et donc ça correspond exactement au diagramme que vous avez présenté ici. Je commence à faire la force ici, la deuxième force là, puis la multiplication de la monade. Et alors, le point important ici, c'est que j'ai construit ma preuve, si vous voulez, par une succession de petits combinateurs. De la même manière que quand on construit un nœud, on l'interprète en logique, enfin, c'est pas en logique, en théorie des catégories, comme une succession de combinateurs de tressage, de buts, etc. Mais à la fois, ce qui nous intéresse dans le nœud, c'est pas sa description combinatoire, sont les invariants. Et en fait, ici, l'invariant de la preuve, ça doit être ce flux de négation, parce que si vous regardez maintenant, si vous suivez comment les négations se déplacent à l'intérieur de la preuve, vous voyez qu'ici, si je rentre ici, donc imaginez que c'est une question qui est posée par l'opposant, le flux va m'amener là. D'accord ? Et puis maintenant, à la réponse de l'environnement, le flux, donc je suis le flux. Ici, il est là. Donc là, je repars en arrière, je reviens ici, et puis j'arrive ici. Maintenant, la réponse de l'environnement m'envoie là, et puis je suis le flux, j'arrive ici. Donc si on regarde seulement le flux, on arrive à ça. Une question a été posée, elle a été transmise ici. La réponse, alors là, je fais un tour ici, mais je reviens. On peut dire directement que j'arrive ici. Et donc le théorème que je veux montrer, c'est un théorème de cohérence qui dit que deux preuves sont égales si et seulement si elles définissent le même flux, c'est-à-dire la même stratégie interactive. On peut voir ce flux, d'accord, ici comme simplement le fait qu'on entre et on sort. Donc dans un cadre symétrique, donc des catégories symétriques, c'est ce que je veux. Dans le cadre topologique, c'est ce que j'ai montré hier, il faut que deux preuves soient égales si elles ont le même flux et si elles définissent la même topologie. Alors, pour faire ça, on va regarder ce que c'est qu'une chiralité de dialogue, donc l'équivalent d'une chiralité cartésienne fermée, mais pour nos catégories de dialogue. Vous allez voir, c'est encore plus simple, d'une certaine façon.
que dans le cas des catégories cartésiennes fermées. Donc c'est la donnée d'une paire de catégories monoïdales avec une équivalence monoïdale entre A et puis ici B, op 0,1. Alors op 0,1, ça veut dire que je retourne, je renverse l'orientation du tenseur et des flèches. Donc parfois on l'appelle co et op, mais je préfère avoir cette notation-là. Ensuite, cette adjonction de négation. Vous voyez ici, c'est involutif, ça correspond à un changement de point de vue. On change aussi les orientations, c'est pour ça que j'avais appelé ça Kira au départ. On change les orientations, c'est comme les deux mains ici qui se retrouvent. Et donc une sorte de jeu de miroir ici, on passe de l'autre côté et on revient de façon involutive. Et puis, cette adjonction de négation qui elle, n'est pas une vraie adjonction, et donc qui va en fait décrire la structure du temps logique d'interaction entre les joueurs. Donc, il y a ça, et deux bijections naturelles qui disent quoi? Que j'ai un crochet ici entre M et A et B, c'est la même chose, d'accord, à bijection près, que le crochet entre A et M étoile ou B, d'accord. Et alors le crochet, c'est juste en fait codé comme ça, c'est le A de A R B, et ça veut dire moralement que vous prenez A et B, vous en faites un tenseur, et vous regardez l'ensemble des morphismes vers faux. D'accord. Donc, c'est en gros, on peut voir ça comme l'évaluation d'un vecteur uniforme, l'un contre l'autre, qui donne ici c'est un ensemble, qui donne ici l'ensemble des morphismes de A tenseur B dans bottom. C'est comme ça qu'il faut voir ici, ça c'est la négation de B. Ok, alors maintenant il y a trois règles de cohérence que ces chiralités pivotables satisfassent. Celle-ci qui dit que si je prends un morphisme, donc un élément de cet ensemble, et que je fais passer m tenseur n à gauche en une fois, ou alors en deux fois, en commençant ici par faire passer m puis n, d'accord, et bien ça revient au même. C'est une première règle. J'ai une deuxième règle pour la même chose mais à droite, et j'ai une troisième règle qui établit la correspondance entre les trois. Et ce qu'il y a d'assez fascinant dans cette définition, c'est qu'elle ne parle pas de topologie. Il n'y a pas de topologie. Et que si on regarde maintenant la version catégorique, bah là on voit la topologie. Et donc c'est pour ça que j'ai introduit la notion de catégorie de monoïdal dialogue pivotable. C'est pas. Bon, j'avais des fantasmes de topologie, mais c'est en regardant ces lois-là et en essayant de les rendre minimales, en enlevant tous les axiomes inutiles, je me suis aperçu qu'en fait, ça décrivait une structure de nature topologique, que je n'avais pas prévu évidemment. Alors au passage, c'est très lié à une notion, donc si vous prenez des caractéristiques de dialogue pivotables, c'est très lié à une notion d'algèbre de Frobenius, donc c'est équivalent en fait à une certaine notion d'algèbre de Frobenius laxe dans les distributeurs. Et donc il y a un lien assez étonnant, qui au départ avait été observé par Day et Reinder Street dans le cas des catégories étoiles autonomes, mais qu'on peut généraliser au cas des jeux et des dialogues. Et vous avez ce genre d'équations-là, et en particulier, celles-ci sont assez amusantes, parce qu'elles codent en fait la purification dans la logique, dans la calcul. Et là, ça dit que si vous avez une preuve de A et B dans C, c'est pareil qu'une preuve de A dans B flèche C. Le B flèche C est écrit comme ça, et là c'est un OU, et ça c'est une forme de étoile. Donc on est capable de, en fait, relier des phénomènes logiques à des phénomènes topologiques de cette nature en faisant très attention. Très attention, mais il y a des obstructions qui sont liées à la logique. Encore une fois, la logique ne cherche pas à décrire une situation maximaliste avec beaucoup d'équations, c'est plutôt minimaliste. On cherche à éviter qu'il y ait des boucles. Donc on verra plus tard qu'il y a des boucles ici. Je vais présenter ça très vite. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais un petit peu me dépêcher. Et ce que je veux dire maintenant, donc il y a un point qui est important, qui apparaît maintenant. Donc, prenez ce principe que A implique sa double négation. Ça, c'est un principe. Vous êtes tous d'accord, je suis d'accord.
Et donc, lorsqu'on va interagir ensemble, eh bien, moi je vais l'utiliser, et vous aussi. D'accord. Et donc, ce principe, vu du point de vue de Héloïse, donnera un combinateur, mais aussi, vu du point de vue d'Abélard, donnera un autre combinateur. Alors, est-ce que vous devinez quels sont ces combinateurs? Eh bien, en fait, c'est l'unité et la co-unité de la fonction. C'est exactement, moi, je crois que A implique la double négation, mais je vais mettre dans la faute d'Héloïse. Donc, Abélard, lui, il est convaincu aussi que A implique la double négation, et de son point de vue, c'est ce combinateur-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même principe, si vous voulez, dans les deux versions chirales, qui se retrouvent et qui vont interagir, et qui vont s'éliminer. Donc il n'y a pas moyen de faire l'économie d'une réflexion sur ces jeux de miroir entre les deux, entre l'opposant et le joueur, qu'ils interagissent avec les mêmes arguments. Alors, du coup, on se dit, prenons le principe de la force ici, donc non A tenseur B s'envoie dans non A tenseur B. Essayons de le regarder d'un point de vue chiral. Donc, puisque c'est une loi logique fondamentale, il devrait y avoir deux combinateurs qui apparaissent. Un combinateur pour le joueur et un combinateur pour l'opposant. Effectivement, c'est ce qui se passe. Alors, en fait, pour vraiment faire l'analyse de façon plus complète, on a besoin de regarder non pas seulement la force, mais une version paramétrée par x. Et donc l'idée, c'est qu'on va mettre non x tenseur négation de A tenseur B, et ici non x tenseur négation de A tenseur B. Et donc la force dit que B peut rentrer à l'intérieur de la double négation, et ici, ce que dit la force paramétrée, ou graduée, c'est que B peut rentrer à l'intérieur de ce foncteur. Alors ce foncteur, c'est une action lâche, l'axe de la catégorie sur elle-même, c'est ce que j'appelle une monade graduée. C'est une version graduée de cette double négation, graduée par x. Et alors si on regarde d'un point de vue chiral, on s'aperçoit qu'il y a deux combinateurs qui apparaissent. Alors, le premier combinateur, ici, il prend A2E, il le fait sauter au-dessus de ce paquet de foncteurs, R, L et U. Donc là, il le fait sauter ici. Donc là, on fait descendre cette partie-là ici. Et l'autre, de manière symétrique, il prend le coup ici et il le fait remonter. Alors là, il y a quelque chose d'amusant, c'est que vous voyez, dans les deux cas, j'ai fait permuter un et un ou en faisant descendre le et, ou ici en faisant remonter le ou. Alors, en logique linéaire, ces deux combinateurs sont identifiés. Et c'est en fait le point de départ de ma réflexion au fond, d'accord. C'est que ces deux combinateurs, en fait, sont absolument fondamentaux. Ils organisent d'un côté les stratégies qui sont jouées par opposants. En fait, dans ce combinateur, il y a essentiellement la combinatoire du lambda calcul, c'est pas visible. Et ici, le joueur. Ils organisent le discours de l'opposant et du joueur. Et il s'avérait qu'en logique linéaire, ils étaient identifiés. Or, il faut absolument les distinguer. Pourquoi est-ce qu'il faut les distinguer? Parce qu'on a ce théorème de factorisation qui est important, qui dit que si je prends n'importe quelle preuve de A dans B, et donc cette preuve, toujours, il y a un théorème de présentation, si vous voulez, par générateur, qui dit que toute preuve peut être engendrée par une série de epsilon, donc counité, force, unité, etc. Mais ce que dit le théorème de factorisation, c'est qu'en fait, on peut toujours commencer par appliquer un premier combinateur de force conjonctive, puis une counité, puis une unité, puis une famille de forces disjonctives. Et donc toute preuve s'organise comme ça. Et ça, c'est une manière algébrique de comprendre un phénomène dont je ne vais pas parler ici, mais qui est que les stratégies associées au lambda terme, aux preuves, ont une forme très particulière, où en fait, elles commencent par déconstruire la formule de départ pour la reconstruire la formule d'arrivée. Et donc c'est très lié au phénomène d'interpolation. En fait, une preuve, ça commence à détruire l'entrée et après à reconstruire la sortie à partir de ce qui a été une forme de digestion-reconstruction. D'accord? C'est un principe universel. C'est Descartes. Hein? Descartes. Méthode de la. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ici,
du point de vue algébrique, ou comme des nœuds. On prend des combinateurs et on les aligne les uns dans les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on raisonne? Et en particulier, donc ça en fait, ça donnait le Frege au départ. C'est comme ça qu'il décrivait les preuves, comme des suites de transformations locales de formules. Mais ce qui est intéressant, c'est le corollaire, c'est que deux preuves sont égales si et seulement si elles définissent le même flux de négation. Et en fait, quand on raisonne, naturellement, on a plutôt tendance à penser, je pense, en termes de flux de négation. D'accord? De la même manière, quand on fait un nœud, on ne s'intéresse pas trop aux combinateurs qu'on est en train de fabriquer, et du point de vue mathématique, ces combinateurs apparaissent, on peut calculer des invariants à partir d'eux, parce que le nœud est trop compliqué. Donc on utilise cette technique, c'est une sorte de side effect, vous voyez, une sorte de... On a ce nœud qui est très compliqué, on ne comprend pas, donc on a une méthode pour l'analyser petit bout par petit bout. Et cette méthode, c'est les mathématiques qui nous permettent de l'appliquer. À la fin, on a l'invariant. Donc on sait qu'on a... Alors là, c'est très cartésien, on a appliqué une méthode d'analyse, vraiment étape par étape, on est arrivé à l'invariant. Mais en fait, nous, peut-être qu'on pense plus comme des acrobates. Et quand on fait des nœuds, on veut faire des nœuds, on n'y comprend rien, mais ça nous amuse. De la même manière, quand on raisonne, on cherche, on a une certaine procédure qui est plutôt de suivre le flux de négation. Plutôt que de regarder une série de combinateurs algébriques qui s'appliquent, même si les deux en fait sont équivalents, c'est une théorie de cohérence comme ça. Alors, je vais juste vous montrer, j'ai 10 minutes, donc je vais faire très vite pour vous montrer un petit peu des directions liées au jeu, d'accord, et en particulier l'articulation entre tenseur et somme. Alors, on peut rajouter des sommes aux catégories de dialogue, et on va demander que les sommes distribuent sur les tenseurs. Donc ça veut dire que le morphisme canonique ici, de A tenseur B plus A tenseur C, donc A tenseur B plus C, soit 10. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux catégories de dialogue avec somme finie, et je vais essayer de construire la catégorie libre. Et alors en fait, vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la catégorie libre? C'est une catégorie qu'on peut définir de manière complètement symbolique, en disant les objets sont des formules, les morphismes sont des preuves, modulo un ensemble d'équations souvent très impressionnant. Ça, c'est la méthode de Lambert, et c'est très bien. Mais ce que permet de faire la sémantique des jeux, c'est de construire en fait, cette catégorie de manière beaucoup plus intuitive et au fond beaucoup plus proche des topologies. Et de dire, voilà, en fait, ces formules définissent des jeux, donc je vais expliquer ce que c'est, des jeux de dialogue. Et les morphismes entre ces jeux de dialogue sont des stratégies particulières, innocentes. Je ne vais pas parler de stratégie, je vais me concentrer sur les jeux, parce qu'ils sont assez amusants. Et en particulier, il y a une idée que je défends, c'est qu'en fait, l'algèbre cache des phénomènes informatiques. C'est un peu le jeu de ces courants. Et donc, première observation, si vous prenez ici des formules construites avec tenseur, somme et négation, vous pouvez toujours trouver une forme canonique qui est le fait qu'une formule est égale à une somme de tenseurs de négation. Une somme de tenseurs de négation. Une somme de tenseurs de négation. Donc vous avez un grand arbre dont les nœuds sont de cette forme-là. D'accord, somme. Et donc la question c'est qu'est-ce que, d'un point de vue informatique, peut représenter une somme de tenseurs? Donc ça c'est une idée très jolie qui vient de la logique binaire. C'est qu'en fait la somme c'est un conflit. Ça veut dire que typiquement une stratégie ici va devoir choisir de quel côté elle va partir, elle va brancher. Donc il y a un choix à faire. Donc en 1 plus 1, je dois choisir si je pars à gauche ou si je pars à droite. Si je choisis la composante de gauche ou la composante de droite. Tandis que le tenseur lui décrit le parallélisme. Donc un tenseur B, c'est intuitivement deux jeux qui sont en parallèle. Et puis la négation, donc ça c'est le point de vue de la logique tensorielle, c'est-à-dire la négation c'est le changement de choix. C'est un coût qui correspond au changement de choix. Pardon, dans ta formule, tu es obligé d'avoir des négations ou tu peux ne pas avoir? Ah, je peux ne pas avoir, dans ce cas-là, j'aurais l'unité du tenseur, donc je ne suis pas obligé. Donc, par exemple, un jeu qui n'aurait pas de coût, c'est un jeu sans négation. Le nombre de négations, en fait, décrit le nombre de coups qui peuvent être joués dans le jeu.
Donc je peux, par exemple, ça c'est en fait, je suis juste en train de décrire la forme générique, d'accord? Non, ce que tu veux dire, c'est s'il y a des négations, tu peux toujours les mettre en première opération. Ah, non, par contre, oui, donc j'ai des arbres comme ça, d'accord? Et je ne peux pas trop jouer avec les négations, je ne peux pas en particulier faire commuter des négations avec des tenseurs ou avec des sommes. Les négations commutent avec rien. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Sinon, on pourrait effectivement ramener toutes les négations en entrée, par exemple, au début ou à la fin, les poussées, enfin, plutôt les poussées, hein, dans l'arbre, les poussées. Mais là, non. Ce que font d'habitude les gens qui travaillent avec des catégories enrubannées, c'est qu'ils font ça, ils ont des négations, ils les poussent le long des tenseurs, et du coup, à la fin, l'objet canonique de la catégorie enrubanée libre, c'est juste une famille, enfin une suite signée de formules de la catégorie de départ, qui est en fait un gros tenseur de négation ou pas des objets de départ. Ici, je ne peux pas faire ça, je suis obligé vraiment d'avoir de tout là. Est-ce que c'est pas une notation informatique que nous comprenons peut-être pas? Quand tu dis A égale machin truc avec A, ça veut dire que tu te permets de remettre ce truc dans la A. Oui, alors c'est... Oui, toi, je veux dire que quand tu écris A égale tout ça avec un A dedans, ça veut dire que le A à droite, il est capable d'être rempli par un A à gauche. On peut voir ça effectivement comme la forme générique d'un arbre, où effectivement, un arbre est de cette forme-là, négation d'un arbre qui est lui-même de cette forme-là. Ah, tu veux dire ça, ok, c'est ça, c'est le processus récursif. Ah oui, pardon, effectivement. Ok. Donc là, voilà, on va voir l'exemple. Voilà. Donc ici, ça c'est un tenseur, c'est comme ça que je vais représenter des jeux où j'ai des valeurs et des cellules à remplir. Et l'idée c'est qu'une cellule mémoire ne peut être remplie que par une seule valeur. Donc là, il y a un conflit. Soit je mets vrai ou faux dedans, mais pas les deux. Alors que là, une valeur peut allouer deux cellules mémoire qui vont être autonomes, parallèles. Et donc là, par exemple, B tenseur B, donc là c'est le booléen en parallèle avec le booléen, peut être écrit comme ça, comme étant d'un côté deux jeux en parallèle qui correspondent au jeu booléen. Et qu'est-ce que c'est le jeu booléen? C'est un jeu où l'environnement rouge, l'opposant, pose une question, et il y a une réponse par le joueur bleu, et cette réponse, elle doit remplir une cellule, et soit c'est vrai, soit c'est faux. D'accord. Où est la négation maintenant? Alors, la négation, elle est en fait, ici, en fait, dans la cellule mémoire, tu peux l'avoir comme une négation. C'est le changement de polarité. Voilà, donc ici, ça bleu, ça veut dire que c'est joueur. Et la négation, elle est opposante, donc ça veut dire que cette petite négation-là, elle va recevoir une valeur jouée par l'opposant. Mais l'opposant va créer une nouvelle cellule mémoire qui est joueur, et qui va être remplie par une valeur joueur. Donc il y a un jeu comme ça où je joue, et en même temps je te donne la possibilité de jouer dans des cellules mémoire, d'accord, que tu peux voir comme des sites sur lesquels tu vas, des sites de botanique, où tu vas pouvoir jouer et poursuivre l'interaction. Alors, et je dessine souvent comme ça, je colle les sites, donc les cellules mémoire créées par une valeur, au-dessus de la valeur. Et alors, non, excuse-moi, donc si je comprends, quand tu as plusieurs sites sur une même bulle, ça c'est le parallélisme. Ouais. Et quand tu n'en as qu'un mais dont par plusieurs branches, voilà, ça c'est justement. Donc le parallélisme il est là. Le fait que j'ai créé par exemple deux petits, et puis là vous pouvez interagir avec celui-là ou avec celui-là de façon indépendante. Mais par contre, si à un moment, sur chaque cellule mémoire, les gens se battent pour pouvoir mettre leur valeur. Bon, il faut choisir, on ne peut pas mettre donc c'est là qu'il y a le conflit. Donc, là est la somme en fait, là est la somme, et là est le tenseur. Oui. Alors maintenant, donc on peut décrire ça comme une certaine structure entre un ensemble de cellules, un ensemble de valeurs, et puis des branches, donc d'un arbre, qui relie une cellule à une valeur, ou alors une valeur à une cellule. Et le changement de polarité, qui est la négation, dit que chaque valeur, en fait, ici, lorsqu'elle allume une cellule, c'est une cellule de l'autre couleur, tandis qu'une valeur qui est placée dans une cellule, eh bien, elle doit avoir la même couleur. Tout ça, c'est une description générale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on les construit. Donc un jeu de dialogue, ça va être une suite de dialogues enracinés. Donc enracinés sur une valeur. Donc une valeur de départ. En fait, un point de départ qui va allouer des cellules, etc. Et donc en particulier, ces valeurs sont joueurs,
donc ça veut dire qu'elles ajoutent des cellules opposantes, donc l'opposant est le premier à jouer véritablement. Le premier coup est pour l'opposant. Donc un coup ici, c'est l'action de remplir une cellule par une valeur. Donc, on peut définir la somme en posant des jeux l'un à côté de l'autre. Je vais un peu vite ici parce que je vais vous montrer quelque chose. Après, je vais juste donner une valeur. En gros, voilà, par le calcul du tenseur et de la négation, on arrive à construire des arbres comme ça. Donc à montrer que, en fait, les formules de cette nature-là, donc c'est des arbres construits récursivement en utilisant cette forme, des sommes de tenseurs de négation et ainsi de suite, correspond au jeu que j'ai décrit. Donc, par exemple, ça c'est le jeu qui correspond à l'unité tensorielle. Donc, il ne se passe rien, il y a juste une valeur. Et puis ici, il y a le jeu qui correspond à 1 plus 1. J'ai mis 1, et puis là, moi je devrais choisir soit le 1 de gauche, soit le 1 de droite. Donc ça correspond au booléen simple. Bref. Et donc ça, c'est la négation du booléen. Ça correspond à un jeu où l'opposant commence. Et ce qu'il fait, c'est qu'il remplit une cellule mémoire par faux ou par vrai. Maintenant, la double négation, donc la définition du booléen, c'est la double négation de 1 plus 1. C'est un jeu où l'opposant commence à poser une question, il alloue un petit espace mémoire pour que maintenant le joueur réponde et donne la valeur qui est vrai ou faux, selon la réponse à la question qui a été posée ici par l'opposant. Donc l'opposant est rouge, et la réponse ici est vrai ou faux à cette question. Donc booléen, tenseur booléen, c'est la même chose, excepté qu'au départ, comme j'ai un tenseur, je vais avoir deux jeux en parallèle, donc, qui sont décrits par ces deux sites, et puis ici une question qui peut être posée par l'opposant du jeu de gauche ou par l'opposant du jeu de droite, ici. Et puis une réponse des deux côtés. Donc ça correspond à deux cellules mémoire qui sont interrogées de façon parallèle par l'opposant et le joueur. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut même définir des points tout points, on peut définir des espaces fonctionnels de cette façon. Donc là, c'est booléen, tenseur booléen, flèche booléen. D'accord. Donc c'est le jeu. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond, vous voyez, à un jeu où lorsque l'opposant pose la question, en fait, il crée trois sites. Ça, c'est le site où il attend la réponse. Et ça, c'est deux sites où ils correspondent en fait aux composantes à gauche et à droite du booléen. Et alors, ce que je voulais juste vous montrer pour finir, c'est ça. C'est que, en fait, il y a moyen, lorsqu'on gère un tel jeu, de lui associer des positions. Alors, c'est là qu'on apprécie cette notation-là. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'une valeur est décrite par un petit disque, d'accord, avec un trou. Donc ça, c'est un trou dans le disque, qui correspond à cette cellule. Donc l'idée, c'est qu'on commence par le jeu par cette position-là. Et ensuite, l'opposant va interroger donc, la valeur du booléen en plaçant lui-même un petit disque ici rouge avec un trou au milieu et il attend la réponse ici. Et la réponse, c'est soit vrai, d'accord, et soit faux. Et ça, c'est joué par le joueur. Et donc le jeu joue sur des positions pour cette forme-là. Donc par exemple, on commence ici, l'opposant pose la question, et puis le joueur répond soit vrai, soit faux. C'est ça le... Alors maintenant, si je fais booléen, tenseur booléen, ça fait ça. Donc je commence ici, l'opposant demande la valeur de gauche du booléen, je lui réponds vrai. Après, il demande la valeur de droite, et je lui réponds faux. Donc ça, c'est une stratégie gauche-droite, mais j'aurais pu aussi passer par droite-gauche. Alors maintenant, si on regarde V tenseur V flèche V, on retrouve les jeux dont je parlais tout à l'heure, au tout début du cours, où on a en fait 6 coups, d'accord, donc soit une évaluation par la gauche, soit une évaluation par la droite. Donc, je vais montrer l'évaluation par la gauche. Donc l'opposant pose une première question, où en fait il ouvre 3 trous, un trou pour la réponse et les 2 trous pour la composante de gauche et pour la composante de droite. Et donc, la stratégie va interroger d'abord la valeur de gauche, et donc elle remplit ici ce trou par du bleu, et ensuite, l'opposant répond par du rouge, et donc répond à la question qui a été posée par la stratégie. Puis, maintenant, la stratégie interroge la valeur de gauche, réponse de l'environnement. Donc là, j'ai par exemple 5 et 12, et donc la stratégie peut répondre 17. Voilà.
Donc vous voyez, les positions sont en fait des cercles imbriqués dans des cercles, imbriqués dans des cercles, opposant aux joueurs. Et donc là, si je prends l'autre stratégie, droite-gauche, elle ressemble à ça. Et donc vous voyez que ici, j'ai tracé des trajectoires différentes dans mon jeu. Alors, le point de tout ça, c'est de dire qu'en fait, vous voyez ici les positions de mes jeux qui correspondent en fait à des formules logiques. Que rappelez-vous que ici, en fait, ce que je décris ici, c'est une certaine formule logique construite avec des sommes, des tenseurs et des négations, de sommes, de tenseurs et de négations. Donc à chaque fois, j'ai ici par exemple, j'ai ici un tenseur. Donc là, et en passage, vous voyez que les stratégies ici choisissent des positions où jamais deux branches d'une somme apparaissent. C'est toujours un seul choix. Et donc je vais terminer par question. Donc on a vu qu'il y avait cette relation avec les algèbres de Frobenius. Et en particulier, ce que je peux juste vous montrer, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment on peut passer, vous vous rappelez cette règle ici, là ici elle est décrite avec des diagrammes de cordes que je l'avais expliqué, mais on peut aussi les voir comme des transformations sur des structures de Frobenius, disons, une forme, en fait, l'axe et deux catégories d'algèbres de Frobenius. Et donc là, vous voyez ici, vous avez RL, alors les flèches ici vont dans ce sens, mais en fait la logique va dans ce sens-là. Donc vous avez ici A tenseur double négation de B, qui devient double négation de A tenseur B. Et ce qui est intéressant, c'est que les mécanismes de preuve utilisent des boucles. Et donc ces boucles-là, en fait, correspondent à des introductions de la négation. Enfin, il y a un jeu formel ici. Et le passage ici à là, par exemple, est donné par le fait que le tenseur entrant et le tenseur sortant sont reliés par une relation d'adjonction dans les catégories distributeurs. Ça veut dire qu'il y a un espace à explorer. Moi, c'est une remarque, j'ai réfléchi, mais qui, à mon avis, est important, entre logique et topologie. Donc, j'ai essayé de donner un certain nombre d'exemples. Le lien avec les nœuds, ici, cette description des jeux et ce lien avec les algèbres de Frobenius. Donc, par exemple, ce flux qui est décrit là, on voit apparaître dans le flux des disques ici qui se promènent à l'intérieur. Vous voyez ici, si on suit ces disques-là, on retrouve en fait le flux des négations dans une trame. Et donc peut-être, pour clore le cours, vous montrer les idées auxquelles je réfléchis un petit peu en ce moment. Donc, par exemple, du moins ce sur quoi ça débouche. Donc par exemple, il y a l'idée qu'effectivement, le tenseur de deux jeux, dans ce formalisme-là, il est décrit par un petit disque à deux entrées. Le fait qu'on fasse très attention au passage de A tenseur B à B tenseur A et au phénomène topologique et de pivotalité associée, en fait, est lié à une description vraiment topologique où on prend au sérieux le fait qu'on a des petits disques à l'intérieur d'une structure topologique. Et donc, je vais vous montrer comment on construit, par exemple, ici le modus ponens. Donc là, on peut trouver à partir de rien que A ou non A, et on voit apparaître ici, en fait, à partir de la frontière, le A et le non A. Alors, en fait, ici c'est le A et ici c'est le non A. Et ici, on a le ou qui est écrit ici. Et la force que je décrivais ici, en fait, c'est l'association du modus ponens avec son dual. Donc là, on a créé et on fait disparaître celui-là. Donc là, on a réussi à faire rentrer de cette façon une boule qui était à l'extérieur. Donc là, c'est la double négation de A tenseur B. Et là, je suis en train de faire apparaître le B à l'intérieur et en fait de faire sortir aussi. Et vous pouvez voir ça comme une série de coupes, en fait, de ce que je vous montrais auparavant avec. Je vais faire comme ça. Une coupe en fait de ce genre de dessin que je décrivais ici.
Et donc il y a des liens très... Il y a des phénomènes qui sont assez étonnants. Quand tu parles de coupe, est-ce que tu veux dire que tu remplis les tubes? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir ça comme des coupes. Ouais, non, mais... J'ai compris, mais comme tu as des surfaces, là, quand tu fais des coupes, tu n'as plus que des cercles. Alors d'où vient le fait que ici tes couleurs sont remplies? Oui, alors justement, ce qui se passe, c'est que alors c'est pas exactement le même modèle de la gel de Frobenius, en fait, que je dis là. Mais il y a l'idée effectivement qu'on fait apparaître des structures sur la frontière, donc il y a des points qui apparaissent en fait. Tu vois que là, donc là c'est ce que j'étais en train de décrire. Et ces phénomènes-là sont transcrits d'une manière un peu différente, effectivement, dans les agents de Frobenius. Mais le point important, c'est que ici, alors je vais juste, c'est que le théorème de cohérence, en fait, ce qu'il écrit, c'est que ici j'ai un déplacement qui est en fait, donc je fais de la réécriture, de la transformation de surface. Mais au final, dans le cadre de la logique, je sais que toutes ces transformations qui en fait décrivent un espace qui entoure ma preuve, parce que ici, la preuve, elle est décrite par ce flux de négations, le théorème de cohérence. Ça. Il suffit de regarder comment les négations évoluent. Donc, si j'ai des formules bien plus compliquées, au départ et à l'arrivée, il suffit de regarder comment ces petits disques ici circulent. Et donc, ça signifie que les preuves logiques qu'on fait, elles habitent, c'est un peu le principe du microcode, dans un univers plus vaste. Et cet univers plus vaste, il est donné par exemple par ce genre d'opération, ce genre de phénomène. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de penser ces phénomènes logiques, non pas comme simplement vivant dans des catégories monoïdales, mais dans des catégories psychologiques sophistiquées. Donc, un exemple très simple, c'est dans les jeux, j'ai une négation, d'accord ? Mais en fait, si on regarde dans des catégories enrichies de nature topologique, on s'aperçoit qu'il y a deux façons de définir une catégorie opposée. Il y a soit une manière où je tourne la catégorie comme ça, ou alors où je tourne la catégorie comme ça. Ça correspond en fait au tressage, donc le passage d'une catégorie à sa catégorie opposée, lorsque les catégories sont enrichies sur une catégorie monoïdale, sont liées au tressage de la catégorie monoïdale. Donc, une catégorie, c'est juste un monoïde à plusieurs objets. Et donc, lorsque je veux passer à la catégorie opposée, je peux renverser les formules de cette façon-là ou de cette façon-là. Donc, par exemple, il y a deux manières de renverser une catégorie en sa catégorie opposée, dans ce cas-là, de manière canonique. Le fait que, par exemple, on utilise deux fois le même hop, plutôt qu'une fois. Donc ce hop correspond en fait à un champ, au fait que je peux te donner l'échiquier de cette façon-là, et le reprendre de cette façon-là. On interagit comme ça. Mais si par exemple je le donnais de cette façon-là, puis je le reprenais de cette façon-là, ça créerait un twist en fait dans la catégorie sur laquelle je suis enrichi. Et donc si j'ai pas de twist dans la catégorie sur laquelle je suis enrichi, je ne peux pas revenir à la situation de départ. Le twist, c'est l'oubli que j'ai fait un twist. Donc ces phénomènes-là, je pense, sont intéressants et importants parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre comment on raisonne en fait en espace et en temps. Et c'était un petit peu l'objet de mon parcours. J'essaie de vous donner quelques intuitions. Je vous remercie pour votre attention. J'en ai encore une. Comment tu passes entre les deux dessins qui sont les plus à gauche là? Oui. Donc d'un côté il n'y a qu'une bande rouge et de l'autre il y a deux bandes rouges. Alors, en fait, là on travaille dans la catégorie, la catégorie des distributeurs. Ouais. Et donc, on se retrouve avec. Attends, je vais encore poser ma question. Bon. Avant que tu donnes la réponse, j'aimerais poser ma question. Ouais, comment tu décides comment circulent les bandes rouges? Parce que c'est pas très topologique. On voit bien que la coloration d'une partie de la surface, la forme de la surface globalement est conservée. Ouais.
Par contre, tu as mis des bandes rouges, Absolument. il y en a deux d'un côté, il y en a qu'une de l'autre, donc c'est pas un invariant d'une... Comment tu décides Non, en fait, ce qui se comment tu passe, fais circuler les rouges? c'est que on regarde un monoïde A, un comonoïde B. Et on veut les placer en situation de dualité. Et ça, sans parler de catégorie, même dans un niveau algébrique simple, on peut définir en fait une algèbre de Frobenius comme une paire d'un monoïde et d'un comonoïde qui sont placés en dualité. Parce que l'algèbre de Frobenius est autoduale. Et donc on peut dire, voilà, ce que je vais demander, c'est une dualité. C'est ce que j'appelle. Et si on regarde en fait les propriétés qu'on va demander, A, c'est l'étoile qui est ici en fait, qui change l'orientation, disons qui change la couleur. Donc si on mène une analyse un peu, ah oui, alors là c'est un peu plus précise, on s'aperçoit qu'en fait il y a des conditions qui doivent être satisfaites entre les deux parties de ces structures et qui se ramènent en fait à des équations de cette nature-là. Ces équations en fait correspondent exactement aux lois de purification dont je parlais tout à l'heure. Mais par contre, pour te répondre, si tu veux, une chose qui manque à ce cadre-là, je vais dire les choses comme ça. Ce qui manque, c'est une bonne explication du passage du rouge au bleu. Et en fait, ce que j'ai en tête, j'ai un tas d'éléments qui disent ça, c'est que ça correspond à demi-tour. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que le bleu et le rouge, en fait, sont les deux, mais je ne sais pas l'exprimer encore complètement de façon topologique, sont les deux faces en fait d'une catégorie. Et que donc, dans les moments par exemple où tu prends une négation, tu es en train, moralement, de faire ça. Tu es en train de faire un demi-tour sur cette nature. Ah, tu veux dire que ça serait des changements d'orientation? Donc ça, c'est quelque part vrai, mais j'essaie d'accumuler les raisons qui font que, oui, mais du coup, est-ce que tu es en train de suggérer qu'il faudrait des surfaces non orientales? J'essaie de trouver les manières En fait, je suis à la recherche à chaque de lieux, oui, où. Ouais. À chaque connexion de rouge et de bleu, tu pourrais utiliser l'involution du cercle et changer l'orientation de la surface. J'ai l'impression que ton twist, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est une idée qui est cohérente avec ce que tu dis. Oui, c'est ce genre de phénomène que j'aimerais. Tu mettrais une sorte de bouteille de Klein. Ouais, à chaque fois, ouais. Bah écoute, parce qu'effectivement, oui, ça rappelle les combinateurs de plans projectifs. Là, quand tu les recolles entre eux, c'est un petit peu, voilà, moi j'ai mené ma barque jusque-là en me disant qu'à un moment il y aurait des évidences. Souvent, je les traite en lien avec toute suggestion est bonne. C'est ça, en fait. Ce qu'on aimerait, en fait, oui, c'est un autre point, c'est qu'en fait, ce qui apparaît dans ces travaux, c'est qu'il y a différentes formes de négation. Donc, il est intéressant d'essayer de les répertorier, de comprendre leur mécanisme commun. Et le fait que la logique, en tout cas, oui, la logique est fondée sur des renversements de points de vue, du fait que je suis capable de prendre le point de vue de l'autre, et l'autre est capable de prendre mon point de vue de façon dynamique. Et si on pouvait effectivement l'internaliser, comprendre la nature topologique de cette chose, et peut-être qu'effectivement c'est des mécanismes comme on avancerait dans notre compréhension des mécanismes logiques de façon assez
dit merci. Pardon. On peut dire merci à Paul André.